Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois le sergent détective Lynn Cheney qui va venir nous parler du plan d'action stratégique en santé mentale du SPVM. Alors, toute l'approche des policiers avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on va apprendre justement à mieux connaître ce plan-là qui est quand même assez récent. Alors, on va voir ça dans quelques instants. À l'espresso et l'espresso allongé, le sujet est reconnaître l'anorexie. En début de deuxième demi, notre collaborateur Mike Santoro vient nous parler de respect et préjugés. Tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec les 3 accords. La chanson s'intitule Bamboula. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille mon invité qui est Mme Lynn Cheney, donc qui est sergente détective au SPVM. Bonjour Mme Cheney. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. C'est rare qu'on soit quelqu'un du corps policier, en fait. Puis ça va être intéressant de parler d'un sujet que ça fait longtemps qu'on veut parler ici à l'émission, c'est-à-dire la santé mentale et l'intervention policière. Tout ça pour dire que, parce qu'on a quand même un beau document qui a été lancé récemment, donc en janvier 2013, qui est un plan stratégique justement du SPVM en santé mentale 2013-2015. J'aimerais ça que vous nous en parliez, mais d'abord, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de un peu l'approche du service de police, puis peut-être un peu à travers les époques. Ça n'a pas toujours été... là, on a un plan stratégique actuellement, mais je veux dire,
ça fait longtemps que la police a à intervenir dans des situations. Donc, peut-être nous parler un petit peu comment ça a évolué pour en arriver à faire ce document-là. Bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que c'est très apprécié qu'on puisse enfin parler effectivement de nos beaux projets. Si on a décidé de s'impliquer de façon aussi intense, en fait, c'est que la problématique sociale, elle est réelle. Je vous dirais que le SPVM reçoit annuellement plus de 33 000 appels reliés à des personnes en crise ou mentalement perturbées. La désinstitutionnalisation des dernières années fait en sorte que ces gens-là sont souvent laissés à eux-mêmes. Alors, les policiers sont souvent appelés à intervenir dans des situations, en fait, où il n'y a pas nécessairement de crime, mais où il y a une situation qui est dérangeante pour la population. Et puisqu'on est là pour assurer la sécurité tant de ces personnes là que de la population. On se doit d'interagir. Et souvent, on est un peu dépourvu face aux décisions à prendre face à ces personnes-là, parce que nos policiers, bon, ne sont pas des psychiatres, on réalise que ces gens-là ont des besoins particuliers. Et on s'est doté d'un plan stratégique, en fait, pour, entre autres, mettre sur pied 3 grands défis. On a réalisé que seule la police, on n'était pas très fort. Ces gens-là n'ont pas nécessairement besoin d'être criminalisés. Ces gens-là ont besoin d'être aidés. On a besoin de trouver des façons de faire qui sont peut-être un peu différentes, des façons antérieures. On veut essayer de trouver les meilleures façons de faire, adaptées à chacune, en fait, de ces personnes-là. Alors, on a de très beaux projets qui sont mis en place. On a toujours, de toute façon, fait beaucoup de choses en matière de santé mentale. On en parlait peut-être moins. C'était peut-être moins dit, mais il y a plein de choses qui avaient déjà été faites. Entre autres, on avait récemment révisé nos procédures à l'interne. On avait fait une formation pour nos policiers il y a de ça quelques années. On a remis à jour nos aides-mémoires, nos nouveaux outils d'intervention. On a un petit site, entre autres, au niveau de campus, qui est un site de formation pour nos policiers, où on a mis beaucoup plus d'informations pour être en mesure d'outiller de meilleure façon nos policiers. Qui était sur cette thématique-là, la santé mentale, principalement. Là. Tout à fait. Vous savez, la santé mentale, c'est pas un phénomène qui est nouveau. On en parle plus parce que on en est plus conscient. Mais les statistiques le disent. Hein, c'est évident qu'on dit à un moment donné qu'il y a une personne sur 4 qui, au cours de sa vie, sera touchée par la santé mentale. Bien, écoutez, c'est évident qu'on est tous sujettes à pouvoir, de près ou de loin, toucher à ce phénomène-là. Alors, on en a toujours traité, en fait, des cas de santé mentale. Mais là, de façon plus intense. Et là, je pense qu'on se frappe à la limite de beaucoup de systèmes. On sait qu'il y a des coupures budgétaires à beaucoup de niveaux. Et c'est ça, en bout de ligne, il y a des gens qui auraient dû être pris en charge par d'autres systèmes qui ne l'ont pas été. Et souvent, ces gens-là se ramassent dans la rue, isolés, coupure familiale, coupure sociale, et c'est les policiers qui, en fait, récoltent le résultat de ces limites de ce système-là. Et ces gens-là, bien, ça nous préoccupe, on doit s'en occuper, on doit prendre de bonnes décisions pour être en mesure de pouvoir les réinsérer ou les aider, simplement. Est-ce qu'il y a déjà eu un plan stratégique qui a déjà été mis de l'avant, ou c'est la première fois qu'il y a un plan stratégique décrit? C'est le premier plan stratégique en matière de santé mentale. On a notre confrère Michael Arruda qui a travaillé très fort. Michael s'implique depuis plus de 10 ans dans le dossier santé mentale. C'est sûr que pour lui, c'est un beau cadeau. Il y a cru, il y a travaillé très fort et maintenant, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Et finalement, notre plan d'action est divisé en 3 beaux défis. Si vous voulez, je peux vous en parler. Oui, bien sûr, ça serait intéressant de faire le tour un peu. Oui, le défi numéro 1, en fait, concerne plus l'organisation. On veut que l'organisation puisse trouver des moyens pour soutenir le travail des policiers, mieux les outiller, leur donner des façons de travailler qui soient différentes, mais leur donner l'occasion de le faire. On veut que les postes de quartier, en fait, s'impliquent de manière locale à trouver des façons de faire selon la clientèle qui vit dans chacun des postes de quartier. Entre autres, plusieurs postes de quartier sont à mettre sur pied des équipes en matière d'intervention santé mentale. J'étais impliquée au niveau du poste de quartier 48. On regroupe des policiers de notre secteur et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire avec des cas récurrents, avec les cas qui demandent en fait le plus d'intervention policière, trouver des situations pour que ces cas-là se résorbent, trouver des bonnes façons de faire parce que à un moment donné, les policiers deviennent un peu essoufflés. Quand on a 3, 4 appels
par quart de travail à une même adresse et qu'on sait que cette personne-là, en fait, nécessite pas nécessairement la présence de la police, mais a besoin d'aide, mais il faut trouver une façon de faire parce que le temps qu'on passe chez cette personne-là ampute peut-être l'aide qu'on pourrait donner à quelqu'un d'autre qui est réellement dans le besoin, qui est réellement en situation d'urgence. Alors, on doit vraiment mettre nos efforts à la bonne place et faire en sorte que ces gens-là soient pris en charge. Alors, c'est un peu le défi des équipes locales de santé mentale. Plusieurs PDQ sont en train de s'en doter. Et ça fait partie de notre défi numéro 1, d'améliorer l'expertise organisationnelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a des secteurs de la ville qui sont beaucoup plus importants en termes de problématiques, si on veut. Hein, c'est ça? Beaucoup plus touchés. Puis je vous dirais que les secteurs où il y a des hôpitaux psychiatriques, entre autres, sont très, très, très sollicités parce que beaucoup de gens sont suivis à l'hôpital, en milieu externe, mais résident tout près de l'hôpital. Alors, quand ces gens-là se désorganisent, bien, c'est souvent les policiers du secteur qui sont appelés à intervenir. Puis, entre autres, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont qui sont là de force par la cour, qui sont obligés d'être à l'hôpital. Alors souvent, si ces gens-là quittent l'hôpital, bien, on doit les rechercher, soit qui sont disparus ou qui sont en évasion de garde légale. Et c'est notre responsabilité de les retrouver parce que ces gens-là se mettent en danger. Ça, c'est une problématique que peu de gens connaissent, dans le fond, mais ça fait partie aussi du travail. Ça apporte un stress, je pense, aux policiers aussi. C'est sûr ça fait partie de notre réalité, hein, puis on n'a pas le choix. On doit les rechercher. Souvent, on les retrouve sans conséquences graves, mais c'est toujours des cas qui, à un moment donné, peuvent amener justement à ce qu'on soit sur la sellette parce que, on ne l'aura pas retrouvé de façon assez rapide ou on l'aura retrouvé, elle sera décédée. Et les gens sont parfois blâmés alors que c'est des situations qu'on ne voudrait pas, en fait, être obligé de vivre. Puis il y a des incidents qui ont été très médiatisés où nos policiers ont été obligés d'intervenir puis qui ont finalement des finalités là, pas très agréables pour personne. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on veut essayer de mettre en place beaucoup de choses pour éviter ces situations-là, tant pour nos policiers que pour nos citoyens. Je pense que personne ne veut vraiment vivre ces situations horribles. Si on continuait les défis, 3 grands défis, c'est clair, dans le fond. C'est ça. Premièrement, là, comme je vous disais, au niveau de l'organisation. Le deuxième défi, c'est de développer nos habiletés policières. Et ça, c'est en mettant sur place, entre autres, des équipes spécialisées. On a mis en place une équipe qui s'appelle ESUP. C'est une équipe de soutien aux urgences psychosociales. Alors, en partenariat avec le C3S Jeanne Mance, on a mis une équipe mixte. Alors, dans l'auto est assis un policier et un intervenant psychosocial. Ils répondent qu'aux appels de crise ou de personnes mentalement perturbées. Donc, eux sont toujours en fonction. Il y a toujours comme une équipe qui serait en fonction au niveau de Jeanne Mance, donc du centre-ville. Hein? Non, ils sont en fait appelés à se promener. Ils couvrent toute l'île de Montréal. C'est le C3S Jeanne Mance qui est impliqué dans le projet, mais vraiment, cette équipe-là couvre toute l'île de Montréal. On a une équipe qui est en devoir de 16 heures à 24 heures parce que c'est l'heure où leurs besoins se faisaient le plus sentir, mais il est encore à titre de projet pilote. Il est sur pied depuis juin 2012 à titre de projet pilote. On va évaluer les résultats, tout ça, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir au moins une équipe, puis probablement que le policier qui est là aussi est très... va être encore plus, si on veut, au courant, habilité, puis coaché, entre guillemets, ou en tout cas, tu sais, à aider au niveau des conseils, parce que la personne est avec lui. C'est intéressant. Hein? Tout à fait. Et c'est vraiment un rôle de coach qu'il a. Et on appelle ça le coaching par les pairs. Le policier coach les autres policiers face à des problématiques de santé mentale, où souvent les policiers sont moins à l'aise de réagir. Et avec l'intervenant psychosocial qui est là pour évaluer sur place l'état mental de la personne, si besoin il y a, et de référer vers les bons organismes, que ce soit centre de crise, que ce soit l'équipe traitante, que ce soit l'hôpital, parce que parfois, ils n'ont pas le choix. C'est un transport à l'hôpital, mais vraiment, on a vu que c'était un besoin qui était apprécié des autres policiers. Ça démystifie l'intervention en matière de santé mentale. C'est apprécié. Les interventions sont menées de façon beaucoup plus efficace. On se rend compte qu'il y a moins de transport vers les urgences des centres hospitaliers, ce qui est apprécié, mais on trouve une façon de faire. On ne laisse pas les personnes toutes seules. C'est des personnes qui ont besoin, parce que c'est le 911 qui envoie l'équipe ESUP sur les appels. Alors, c'est vraiment un appel qui est entré d'urgence et ces personnes-là ont un besoin particulier. On y répond. Alors, ça évite, entre autres, les appels récurrents, les appels où les policiers ont à se rendre de façon répétitive, ce qui, en fait, là, soulage tout le monde. Hein? Exactement. Puis, après ma barre, on prend soin de la personne qui est en détresse au moment où elle appelle. Alors, je pense que c'est une des façons de faire, entre autres.
par la police, qui est très, très apprécié. Et on aura, dans l'année 2013, la réponse aux interventions de crise, qui est notre module RIC. Ce sera nos policiers patrouilleurs qui seront formés de façon pointue pour la réponse aux interventions de crise. Okay. Alors, on aura plus de 150 policiers formés à la fin de l'année 2014. Donc, ça se raffine beaucoup. C'est intéressant. Ça vient ajouter... J'aimerais ça qu'on parle du défi, du troisième défi. Oui, aussi, en fait, le troisième défi concerne tous nos partenaires. On veut travailler plus en collaboration avec nos partenaires parce que, comme je vous ai dit auparavant, on ne peut pas tout seul, la police, régler tous les cas. On doit vraiment travailler avec tous les gens de la santé, tous les gens de la justice et ensemble, beaucoup d'organismes communautaires aussi qui se joignent à nous. Hein? Puis plus on crée de liens, plus on s'en parle, plus on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres et ensemble, on peut trouver des façons plus efficaces de régler certaines problématiques. Madame Cheney, il y a une question qui me chicote depuis un temps. Peut-être que vous allez pouvoir nous répondre. Les problèmes, des fois, où on a assisté, où il y a eu, par exemple, mort d'homme, par exemple, quelqu'un était en crise, puis qu'on a entendu des cas assez célèbres là, à Montréal. Pourquoi les policiers n'ont pas un système pour tirer quelque chose d'autre qu'un vrai fusil? Est-ce que peut-être je ne comprends pas vraiment la problématique, mais je me dis que souvent le monde se dit pourquoi il doit y avoir mort d'homme. Il n'y a pas une façon de maîtriser, disons, quelqu'un qui est en crise autrement. Est-ce que ça, c'est une genre de question qui est abordée dans votre plan stratégique? Oui, oui, tout à fait. Bien, dans notre plan stratégique, en fait, ce qu'on veut faire, c'est justement outiller mieux nos policiers. Dans notre formation RIC, on va aborder cette formation-là. Et ce que le coroner a proposé, entre autres, suite à la mort de M. Hamel, c'était de doter nos policiers de plus de teasers. Alors, oui, on a des armes intermédiaires, mais vous savez, ces situations-là se passent dans un délai très, très court. Il y a des décisions qui doivent être prises et souvent, quand la vie est menacée, ben on réagit de façon à être en mesure de prendre la bonne décision rapidement. Mais écoutez, c'est pour ça qu'on veut outiller nos policiers pour essayer d'éviter ces situations-là, parce que c'est sûr que quand il y a mort d'homme, c'est pas agréable. Mais souvent, quand il y a mort d'homme, il y a aussi des policiers qui sont très affectés, qui sont pas nécessairement capables de revenir au travail. Et c'est des situations qui sont très précaires, qu'on ne veut pas. Et comme on le disait, c'est certain que le délai de réaction est rapide puis que le stress ajouté, c'est certain que c'est pas toujours évident, mais on se demande tout le temps, on se dit tout le temps, si les gens, je sais pas si le policier, c'est pas toujours facile, mais si même si on pouvait tirer, je sais pas, juste pour stabiliser la personne, mais sans l'atteindre, on n'a pas toujours, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais sur le fait, c'est pas aussi facile. Non, de toute façon, de la façon dont on est formé pour tirer, on n'est pas formé pour tirer dans les genoux, vous savez. Quand notre vie est menacée, il faut éliminer la menace. Hein? Et alors, si on tire dans le genou, c'est une partie qui est pas facile à atteindre. C'est pas de cette façon-là qu'on est formé. Mais là, il faudrait revoir un paquet de choses. Il faudrait en rediscuter. On en aurait pour des heures et des heures. Mais ce que je vous dis, c'est sûr que quand on n'a pas le choix de prendre cette décision-là, on la prend. On vit avec les conséquences, mais on veut essayer d'éviter le plus possible ces situations-là. Et voilà. Et on se dit, si nos policiers sont habilités à désamorcer des crises, à entrer en communication avec la personne, à créer des liens de confiance, mais peut-être que tout ça fera en sorte qu'il y aura moins de morts d'hommes. On ne dit pas qu'on va tous les éliminer. Il peut arriver des accidents. Mais tout à fait. Mais le moins possible. On le souhaite que ça arrive le moins possible. Espérons-le. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. En terminant, j'aimerais qu'on mentionne l'endroit où on peut prendre connaissance justement de ce... C'est quand même assez récent comme guide. Donc, sur le web, je pense que c'est facile d'accès. Tout à fait. Vous avez le site du SPVM qui est spvm.qc.ca où il y a une copie de notre plan stratégique d'intervention santé mentale et où vous avez aussi toute autre sorte d'informations qui sont très pertinentes pour nos citoyens. C'est fort intéressant. Oui, merci. À y aller, absolument. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est fort intéressant d'en apprendre plus. Puis à une prochaine. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci bien. Merci. Au revoir. Ça fait déjà un bail que l'ami Cupidon est venu viser Bullseye dans le cœur de bière de ce pauvre con qui se noyait dans son verre. Je sombrais au bar comme un homme à la mer quand t'es apparu comme un phare. Depuis ce moment, t'es le pied à terre, à l'abri de mes tourments. Entre les écueils et les joies, on se lâche pas puis on tient le coup.
l'amour zigzague un peu des fois, il est jamais ben loin chez nous. Faire un bout à deux, c'est toujours hasardeux, c'est jamais une belle ligne droite. Les fleurs du tapis nous font des jambettes pour nous compliquer la vie. Sans compter les tuiles, les troupes et les flaques d'huile qui nous attendent au détour. Mais avant que l'amour meure et nous effiloche, on s'attache avec la broche. Entre les écueils et les joies, on se lâche pas puis on tient le coup. Si l'amour zigzague un peu des fois, il est jamais ben loin chez nous. Toi ma vieille blonde, oh oui ma jolie, tu es ma veilleuse de vie. Le havre de paix, le petit point sur la map, sur lequel je garde le cap. C'est rien qu'une histoire, comme il y en a d'autres, mais ça reste quand même la nôtre. Quand arrive le soir, on tire les couvertes, au lieu de lancer la serviette. Couché en cuillère, collé sur ton derrière, t'es mon petit port de mer. À la fois la lumière et le gouvernail, qui me ramène au bercail. Entre les écueils et les joies, on se lâche pas puis on tient le coup. Si l'amour zigzague un peu des fois, il est jamais ben loin chez nous. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous, on s'est rendu au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous amènes le sujet reconnaître l'anorexie. Oui, l'anorexie qui est un sujet dont on a souvent parlé, mais qui est encore un peu mystérieux d'après plusieurs spécialistes. On n'arrive pas encore à savoir tout qu'est-ce qui peut causer des jeunes personnes, dans la majorité des jeunes filles, des jeunes femmes, à refuser de se nourrir. C'est plus les filles, hein? Oui, c'est beaucoup plus les filles, oui. Alors, c'est un article que j'ai vu sur l'Internet écrit par le docteur Jean Wilkins, qui est pédiatre. C'est sur le site E-Santé, un magazine français sur la santé. Maintenant, on dit qu'il y a deux types d'anorexie. L'anorexie dont on parle souvent, dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle l'anorexie mentale. C'est une façon de la différencier de l'anorexie médicale. Ça arrive, c'est quand différentes maladies entraînent une perte d'appétit involontaire. Mais au cours de cet article, je vais me contenter de d'appeler anorexie mentale, tout simplement anorexie pour... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui choisit volontairement de ne pas manger. Exactement. Mais... Volontairement ou involontairement, mais pas causé par une autre problématique. Par d'autres maladies. C'est ça, oui. par d'autres maladies. Alors, on soupçonne une anorexie lorsque 4 facteurs sont réunis, c'est-à-dire l'adolescence, l'anorexie, qui est une conduite, ce qu'on appelle une conduite alimentaire restrictive, un amaigrissement et ce qu'on appelle une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles. Les 4 grands A, c'est ce qu'on appelle les 4 grands A. L'anorexie est un trouble de conduite alimentaire qui se rencontre le plus souvent chez les adolescentes de 14 à 17 ans. On compte seulement 5% des cas chez les garçons. L'anorexie peut également survenir chez les adultes, tout comme chez les jeunes prépubères âgés de 10 à 12 ans. On distingue 4 grandes phases dans l'anorexie. Premièrement, il y a le contrôle excessif de l'alimentation et le désir de perdre du poids, même si celui-ci est inférieur à la normale. Il y a l'atteinte du poids corporel minimal, qui coïncide dans la plupart des cas avec la première visite médicale souvent imposée par la famille. Pendant cette phase, le comportement alimentaire varie et le poids fluctue sans jamais revenir à la normale.
Troisièmement, les épisodes de fringale alimentaire, suivis d'une reprise de poids. Cette perte du contrôle alimentaire est souvent accompagnée d'une très grande souffrance et ressentie comme un constat d'échec. Et finalement, la quatrième phase, c'est le retour à un poids à peu près normal et une préoccupation de l'anorexique davantage centrée sur sa vie affective et amoureuse ainsi que sur son orientation professionnelle. Mais maintenant, je dois dire qu'on pense que ces jeunes filles-là veulent être maigres pour ressembler à des fashion models, à des mannequins, mais au fond, ça pourrait être seulement une façon de justifier, c'est-à-dire de continuer à s'affamer. Il y a certains spécialistes qui pensent en fait que l'anorexie, c'est rien d'autre en fait qu'une façon de se suicider, c'est-à-dire de cesser de s'alimenter, et certains vont ça veut même aller jusqu'à la mort. On n'est pas encore rendu, je pense, à trouver le déclic que dire chez ces jeunes filles-là. Est-ce que c'est un contrôle excessif, d'être en contrôle de leur corps, ou c'est l'image extérieure? Il y a des choses qu'on sait. On ne sait pas pourquoi certaines filles, surtout les filles, vont passer par ce moyen-là. Mais je vais vous parler des manifestations de l'anorexie. Oui, c'est bon pour reconnaître, justement. D'abord, oui, parce que certaines jeunes filles peuvent être maigres, pas encore de façon alarmante, mais se diriger vers un état inquiétant. On peut prévenir. Là. Alors, parmi les manifestations, il y a l'intérêt soudain et exagéré pour une saine alimentation, autant en ce qui concerne le choix des aliments que leur préparation. Ensuite, il y a la restriction alimentaire délibérée, une prise de contrôle de la cuisine, c'est-à-dire une surveillance de la préparation des repas et de l'alimentation des autres membres de la famille. Oui? Mais oui, parce que de cette façon-là, elle contrôle tout. Il y a l'amaigrissement en soi, c'est-à-dire la perte de poids peut atteindre jusqu'à 25 % ou 30 % du poids corporel. Il y a l'aménorrhée, dont je vous parlais tantôt chez les femmes pubères, c'est-à-dire une diminution importante du gras corporel qui s'accompagne d'une régression hormonale vers un stade prépubère, ce qui entraîne la disparition des règles. Il y a aussi la dépense énergétique exagérée, c'est-à-dire elles sont toujours en mouvement. L'anorexique dépense souvent beaucoup d'énergie en faisant de l'exercice physique tout en ne consommant pas suffisamment d'aliments. Il y a le ralentissement des battements cardiaques, ce qu'on appelle la bradycardie, c'est-à-dire une diminution de la tension artérielle, une sécheresse de la peau, une sensation d'avoir toujours froid, une constipation et un isolement social. Et aussi, il y a la négation de la maladie. Ce contrôle excessif sur l'alimentation ainsi que la maigreur qui en résulte procure un immense plaisir et une très grande satisfaction à l'anorexique qui a tendance à nier sa maladie. Maintenant, les causes. L'anorexie a de nombreuses causes, dont encore de nombreuses causes inconnues. L'anorexie due aux facteurs biologiques, familiaux ou psychosociaux. Ils peuvent prédisposer à la maladie ou servir d'éléments déclencheurs. Il y a l'anorexie due à une vulnérabilité psychologique particulière. L'anorexie suite à un élément déclencheur. Ça peut être une taquinerie anodine à l'école, par exemple, concernant une partie du corps de l'adolescente ou une remarque sur l'importance d'une saine alimentation. Mais on va poursuivre. Oui, tantôt. on va poursuivre absolument. Donc, on s'arrête quelques instants et on va poursuivre sur ce sujet, reconnaître l'anorexie à folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Mike Santoro nous présente sa thématique « Respect et préjugés ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet de l'anorexie. Vous entendrez de plus en chanson à l'émission « Il faut que tu saches » de Fred Pellerin et « Galop » de Radio Radio. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie des problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois notre collaborateur Mike Santoro. Bonjour Mike. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois au micro de Folie douce. Alors Merci. Aujourd'hui, il y a un autre bon sujet, une bonne thématique que tu nous amènes, c'est respect et préjugés. Oui. C'est très important ça Oui. pour tout le monde, là, mais on va parler principalement sur l'angle de la santé mentale, mais ça va toucher quand même beaucoup de personnes. Premièrement, qu'est-ce que je veux dire là-dessus, c'est que quand on demande quelqu'un, quand on demande les gens qui ont une maladie mentale, mettons, on leur pose des questions, ils vont vous dire que c'est plus difficile de composer avec les préjugés puis la discrimination quand on parle de maladie mentale que de composer avec la maladie elle-même. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose très fort. C'est très fort, c'est ça. Les gens sont, c'est ça, comme tu dis, sont plus capables de gérer la maladie, mais les préjugés sont durs à accepter, sont durs à vivre. Oui, parce que quand on a ces types de préjugés-là, c'est pas facile, mettons, d'avoir un logement. C'est pas facile d'avoir un emploi. C'est pas facile d'avoir un conjoint, une conjointe. C'est difficile de presque faire tout. En plus, même notre famille elle-même nous donne des fois de la discrimination, puis ils nous traitent différemment. Alors, c'est très difficile de composer avec ça. Et on sait tous que si on n'a pas d'emploi, si on n'a pas les moyens de... Comment est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va... Alors, ça me dérange beaucoup ce fait-là parce que si on regarde les autres maladies, c'est pas le cas du tout. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Si on regarde... Quelqu'un a n'importe quoi, maladie cardiaque, maladie de diabète, peu importe. N'importe laquelle. Il n'y a rien qui les gens ont comme pas, en tout cas, très peu de préjugés, à mon avis. Là. Puis aussi, ça empêche souvent les gens d'avoir de l'aide, de chercher de l'aide, parce qu'ils ont peur, parce que même quand on va voir un médecin, des fois, souvent, puis ça, les préjugés puis la discrimination, c'est pas juste avec les gens autour de nous, c'est aussi avec les professionnels, souvent, sont pas différents que les autres. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé, mettons, je peux vous donner plusieurs exemples, mais je suis allé voir un cardiologue. Puis là, il me demande quel médicament que je prends. Je lui ai dit, il me dit, c'est quoi ce médicament-là? J'ai dit, c'est un antipsychotique. Puis tout de suite, le médecin a comme reculé de moi. Puis c'est comme s'il avait peur que j'avais cette maladie-là. Puis tout de suite, j'ai senti ça. Puis là, ça a comme changé le discours entre nous deux. Oui, parce que c'est pas écrit dans le visage que tu prends une médication ou que tu as eu un traitement pour peu importe en santé mentale. Non, c'est ça. Puis c'était pas plus dangereux avant qu'après. Il y avait rien qui avait changé avec moi, mais avec la personne, juste le fait qu'il a su que j'avais une maladie mentale, ça a tout changé la façon de me traiter. Puis ça, je peux dire ça en parlant de professionnels, je peux dire ça avec des techniciens qui prennent des rayons X, ils demandent tout le temps quel médicament que tu prends, puis quand je dévoile ça, c'est sûr que ça change. Mais moi, pour moi, quand je vois ça, c'est une opportunité, c'est comme si c'est une opportunité que j'ai pour les apprendre que c'est pas ce qu'ils pensent que c'est. C'est ça, c'est ça. Pour moi. C'est peut-être ça qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de s'attendre au... Dans le fond, tu le sais maintenant, mais les premières fois, j'imagine, ça surprend parce que tu dis, mais là, j'y avais pas pensé à ça. Pour toi, c'est pas quelque chose qui... Mais t'ouvres la porte, dans le fond, les gens ouvrent la porte à se faire éduquer, dans le fond, à se faire... Oui, puis moi, c'est sûr que je réagis pas à ça. Aujourd'hui, je suis capable de pas réagir à ça. C'est pas facile, mais je continue à parler de la même façon, je continue à faire ce que je fais. Puis je pense qu'à la fin de compte... si tout le monde ferait ça, peut-être ça aiderait à changer les mentalités des gens. Il y en a peut-être qui sont moins prêts à le faire. Il y en a qui ne se sentent pas prêts, ils ne se sentent pas armés disons, pour être capable de répondre aux questions puis être capable de dire si la personne a une drôle de réaction, je vais en profiter pour essayer de démystifier la question. Oui. Mais Mike, je me demandais de qui les préjugés font le plus mal, en fait. Est-ce que quand ça vient de nos proches, ça fait plus mal ou c'est différent? Regardez, moi, je me souviens, quand j'avais commencé avec ma maladie, j'avais dans le temps 14 ans, 15 ans, c'est sûr qu'il y avait des gens très, très proches de moi qui disaient des choses comme
il prend de la drogue, il veut pas travailler, il a pas le goût de rien faire, c'est son caractère qui est comme ça. C'est sûr que ça fait mal, surtout quand c'est quelqu'un qui est proche. Mais je sais pas si ça fait plus mal ou si ça fait moins mal que de voir un médecin, puis le médecin il donne pas les services que tu as besoin parce qu'il pense que c'est tout dans ta tête, puis c'est pas vraiment un problème d'estomac que tu as, c'est dans ta tête le problème. Ouais. Parce qu'il y a ce préjugé-là de la maladie mentale. Alors, je sais pas, je peux pas te répondre au juste, mais pour moi, c'est presque pareil. C'est sûr que ça fait plus mal. Peut-être que ça fait plus mal, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche. Ouais, mais je pourrais pas te dire exact. Mais est-ce que le préjugé, justement, de la violence, tu sais, parce que c'est peut-être pour ça que les gens font comme un recul, là, tu sais. Le préjugé de la violence qu'on entend tout le temps, bon, ben, c'est un fou qui a tiré, un tireur fou, tu sais, c'est pas rare qu'on entend ça quand il y a des problèmes, là. Ça, là, ça vend des journaux. Ouais. OK? Ça vend... Les gens... quand ils annoncent des affaires comme ça, c'est parce que les gens, ça leur attire de regarder la télévision, les nouvelles. Ouais. C'est pas la réalité, OK? Puis, malheureusement, à cause de ces rapports-là, parce que, regarde, s'il y a quelqu'un qui a tué sa femme, mettons, puis il y avait le diabète, ils vont pas dire, mais la personne avait du diabète. Mais s'il y a une maladie mentale, ils adorent dire... En rajouter. Ils vont prendre mais marqueur. ils disent pas le portrait au complet. Ouais. Ils vont juste dire il y avait une maladie mentale. Ils vont pas dire que cette personne-là a pas eu les services qu'il avait besoin. Il a pas eu il a comme tombé. Il a pas eu qu'est-ce qu'il avait besoin. Puis c'est à cause de ça qu'il est arrivé à un point où ça s'est arrivé. Ouais. Ils donnent pas le portrait au complet parce que c'est très différent si on donne un reportage puis on dit telle personne a tué sa femme puis il souffre de schizophrénie. Puis si on donne le même rapport mais on dit la personne n'a pas eu les services qu'il avait besoin, puis on donne un portrait. Parce que ces rapports-là, ils ont comme 2-3 minutes pour faire le rapport, puis c'est sûr qu'ils vont utiliser des mots-clés pour justement sensationnaliser. Oui. Pour que les gens sont comme waouh, ok, je vais regarder les nouvelles encore. Mais c'est un peu de la désinformation quand tu regardes ça, tu sais, parce que c'est un devoir. Je pense que même au niveau des journalistes, il devrait y avoir même presque des formations au niveau des journalistes. Je veux dire, faites attention quand vous rapportez des choses. Essayez, surtout dans un sujet sensible comme ça, c'est facile de tomber dans le panneau, dans le fond. C'est ça, hein, parce que les gens, bon, ils cherchent... Puis c'est de valeur, parce que les gens qui ont une maladie mentale, souvent, c'est eux qui ont plus sont plus attaqués, puis c'est l'inverse, autrement dit. C'est pas que eux autres sont... c'est pas eux c'est ça c'est pas eux le prédateur, oui. C'est plus la victime, souvent. Exact. Puis je veux pas dire qu'il faut être victime, puis je veux pas sembler comme si je suis une victime parce que j'ai une maladie mentale, non. Mais... les préjugés, dans le fond, les gens qui ont eu une problématique de santé mentale, il y a beaucoup plus de choses négatives à vivre là, en termes de préjugés. C'est ça que plus. Mais la perception n'est pas ça. Non. La perception, quand on regarde les nouvelles, puis si on parle, regardez, je parlais avec un chauffeur de taxi, puis je lui disais qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis tout de suite, il me dit « Oh, c'est dangereux ça ». Dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Pour rencontrer des gens qui ont des maladies mentales, c'est dangereux? C'est pas plus dangereux que d'aller dans une place où il y a des gens qui souffrent du cancer. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Ben oui, c'est ça. Mais il y a cette perception-là. Malheureusement. Et quand on parle de respect, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est respect et préjugés, il y a des préjugés, mais le respect, il y a des trucs, j'imagine, pour gagner le respect. Il y a des choses qu'on veut faire, peut-être prendre les devants pour... qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour justement regagner peut-être ou gagner le respect des gens? J'aime pas rien conseiller aux gens parce que tout le monde... on a déjà parlé de ça, je pense, dans deux... C'est ta recette, mais des fois, ça peut donner une idée. Tu sais, Mike a fait ça, donc ça peut donner une idée. Mais moi, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner le respect? C'est, comme exemple, c'était quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Ouais. Puis avant de même dire que je vais faire quelque chose, je vérifie 2, 3, 4 fois pour être sûr que je peux le faire. C'est sûr qu'il peut y avoir une exception, peut-être une couple de fois par année. Mais j'en ai connu beaucoup de gens
qui vont dire, oui, je vais faire ça, je vais faire ci, puis ils le font pas. Ouais. Puis ça, c'est pas juste avec des gens qui ont des maladies mentales, ça s'applique à tout le monde. Parce que à un moment donné, les gens te croient plus. Puis le respect, ça gagne du respect, ça aussi. Ouais. Puis c'est ça qui m'a amené d'où ce que j'étais quand j'avais 14 ans où j'étais aujourd'hui. Ouais. Parce que si on gagne ce type de respect-là, si quand on dit qu'on va faire quelque chose, on va le faire. Si moi, je vous ai promis aujourd'hui que je venais ici, puis je viens, ou bien l'inverse arriverait si je dis oui, je vais venir ici, puis je viens pas. Ouais. Ça va changer la perspective, puis peut-être qu'il y aura une porte qui s'ouvrira pas parce que j'ai pas respecté cet engagement-là. Et je trouve, je félicite, parce que je trouve que beaucoup de gens, comme tu dis, qui n'ont pas eu de problème de santé mentale, souvent parlent un peu à travers leur chapeau, puis ils respectent pas, puis c'est très important même dans le milieu, on parle souvent du milieu du travail, mais même dans nos relations régulières, il n'y a rien de plus dérangeant, je trouve, que quelqu'un qui dit n'importe quoi juste pour dire n'importe quoi. Fait que je trouve que même que les efforts que je trouve que tu fais sont des fois, sont déjà beaucoup plus grands que la plupart des gens font. Fait que je trouve que c'est même intéressant même de faire affaire avec quelqu'un qui a conscience de ça, peut-être. T'sais. Mais il faut. Puis encore une fois, je me souviens, à un moment donné, j'étais dans une réunion avec, je sais pas, il y avait peut-être 10, 12 personnes. Puis moi, j'avais dit quelque chose. Ouais. Puis les autres disaient quelque chose d'autre. Puis il y avait une personne qui était très, très, très respectée dans cette pièce-là qui a dit, Mike, quand il dit quelque chose, c'est ça. Il va pas dire une chose pour une autre. Ouais. Puis ça a tout changé la façon que les autres 10 y pensaient sur le sujet. Alors, ça, pour moi, c'était quelque chose que je me souviendrai tout le temps. Ça t'a prouvé comme quoi c'est important de... Pour moi, oui. Ce que tu dis, il faut que tu le fasses. Puis si tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais. C'est sûr qu'ils peuvent avoir des exceptions. S'il y a quelqu'un très près de moi qui décède, c'est sûr que ça, c'est des affaires qui sont exceptionnelles. Des choses... Mais ça n'arrive pas tous les jours. Ça peut arriver une fois, mais si tu as pris l'habitude de respecter, de te faire respecter. Puis souvent, les gens me disent, mais oui, mais si je me sens pas bien ce jour-là, oui, mais si tu passes pendant une période que tu te sens pas bien, fais pas des engagements. Ouais. Fais pas des engagements pendant ce temps-là, ou fais des engagements avec... Soit, dis à la personne, gars, peut-être ça se peut que je pourrais pas venir à cause que... Whatever, comment tu veux le formuler, c'est à toi de décider. Et c'est mieux de dire ça comme ça montre encore que tu es plus responsable, que tu es en contrôle de qui tu es, dans le fond. Oui. C'est beaucoup plus sage de faire ça que de dire oui et de ne pas y aller, par exemple. Ça t'amène plus de respect quand tu fais ça. C'est ça, parce que ça existe, ça. Je veux dire, il y a moyen d'annuler quelque chose. Puis, mais il y a une façon de le faire, puis c'est ça, c'est avec professionnalisme, dans le fond. C'est ça. Mais c'est fort intéressant. Merci, Mike, pour ta présence. J'aimerais ça qu'on rappelle le site web, en fait, l'adresse du site web. L'adresse, c'est le www.histoiredemike.com. Le DVD, c'est le projet 8020. Oui, et les gens peuvent en savoir plus donc, sur toi et ton histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à une prochaine. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il faut que tu saches si la vie, c'est de naître ou mourir. Lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds? S'il vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms, si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson. Sache si la peur est un trésor, si la fuite est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Il faut que tu saches si l'amour est un ciel, une prison. Si ton sexe est une fleur, un poison, ta peau qu'une saison. Tes yeux si tu des doux miroirs, des forts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang irrite ton cœur si tu le tiens celui des autres. Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Toi il faut que tu saches, car moi et les miens on n'a pas su. Il faut que tu saches s'il vaut mieux marcher en aveugle ou
patient, espérant l'inconnu, immobile et confiant. Le courage d'étude près des flancs, aux brises puis aux griffes, de se protéger, de se cacher du froid puis des attaques. Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare? Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi. Toi qui viendras après moi. Toi qui viendras après moi. Et si tu me rejoins dans la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais. Aussi comme moi, étourdi par le monde, par l'ivresse des buts, par la folie des soirs, par la chaleur de l'autre, étourdi comme moi, si tu sais toujours pas. Crois comme moi qui cherche à croire que l'important c'était pas de savoir, mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous, voici rendus au bloc Espresso allongé, toujours en compagnie de Pierre Laporte. Bonjour encore une fois. Salut Yvan. Et Ghislain Malo aussi près Bonjour. de nous. Rebonjour. Alors, on poursuit sur le sujet, reconnaître l'anorexie, un sujet important. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de quand doit-on consulter, c'est-à-dire quand l'adolescent ou l'adolescente doit aller consulter par soi-même le médecin. Et comme tu disais, en proportion plus importante, les filles, Oui, beaucoup plus, oui. importante. Ou quand doit-on amener carrément son adolescente ou son adolescent Ouais. chez le médecin. Alors, c'est ce qu'on fait quand on a un enfant adolescent et qu'il a perdu du poids de façon anormale. L'adolescence étant une période de croissance, il est normal qu'entre 10 et 18 ans, la taille augmente de 20 % et le poids corporel de 75 % à même 100 %. Et chez une personne adulte, si l'indice de masse corporelle est de 17,5 kg par mètre carré, donc c'est un peu technique, mais ça correspond en fait à 85 % du poids normal. Alors, l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, est un rapport obtenu en divisant le poids en kilos par la taille en mètre carré. On va aussi chez le médecin si on est obsédé par la peur de prendre du poids ou de devenir obèse alors que votre poids est inférieur à la normale. Ou encore si votre pouls est inférieur à 50 pulsations par minute. Ou si vous avez des faiblesses qui s'apparentent à des chutes de tension. Si dans le cas des jeunes filles, si elles n'ont plus de règles depuis 3 cycles consécutifs. Ou si encore, si vous avez perdu le contrôle de votre alimentation et vous avez des accès de boulimie qui vous désespèrent et vous donnent des idées suicidaires. Je ne sais pas si le texte le mentionne, mais ça peut amener jusqu'à la mort. Un exemple, je vais trahir mon vieil âge, mais la chanteuse Karen Carpenter est décédée d'anorexie. Oui, j'en ai parlé un peu dans le premier bloc. Oui, sûrement, ça peut amener jusqu'à la mort parce que quand la jeune fille a perdu trop de poids, là, les organes vitaux cessent de fonctionner, cessent de faire leur travail. Et, c'est difficile de revenir, de rétablir la personne. Oui, et il y en a des jeunes filles qui se retrouvent 6 pieds sous terre à cause justement de ces habitudes. Mais ça prend du temps avant d'arriver là. Comme tu dis, il y a beaucoup de signes avant-coureurs. Maintenant, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin fait un examen physique complet au cours duquel il vérifie le poids, la tension artérielle, le pouls, etc. Il questionne de façon détaillée afin de connaître les habitudes alimentaires et les habitudes d'exercice. Selon les renseignements obtenus, des tests additionnels pourront être demandés afin d'exclure toute autre maladie. Une hospitalisation est parfois nécessaire, en particulier lorsque le risque de mortalité devient élevé. Par exemple, si la personne a des idées suicidaires ou lorsqu'elle a un ralentissement de battement cardiaque, tel qu'on risque de subir un arrêt cardiaque. Le traitement de l'anorexie est à la fois médical, psychologique et nutritionnel et a pour objectif d'apprendre à manger normalement. La surveillance médicale est adaptée à chaque patiente anorexique selon ses besoins et les étapes de la maladie. L'actrice principale dans la guérison de cette affection est en fait l'anorexique elle-même parce que finalement, c'est elle qui va finir par contrôler son alimentation. Est-ce que l'anorexie, tu vas peut-être y arriver, mais est-ce que c'est un peu comme c'est-à-dire que quand ça empêche la personne de vivre
confortablement ou d'être à l'aise, c'est là que c'est vraiment une problématique. C'est sûr, il y a le côté physique, mais en plus, quand tu parles du psychologique, j'imagine que c'est comme n'importe quelle problématique quand ça nous empêche de vivre, parce que ça peut en venir à là. Oui, mais ces jeunes filles-là sont habituellement toujours très, très, très malheureuses. Oui. Pour des questions, bon, ça peut revenir à la très petite enfance. Des filles qui sont tellement malheureuses que souvent, elles veulent... La seule issue pour elles, c'est de se donner la mort, selon certains spécialistes, en tout cas. Maintenant, certains conseils pratiques, en terminant peut-être, il nous reste une minute. Alors, on conseille d'apprendre à s'alimenter normalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de compter tout ce qu'on mange, ni tout ce qu'on dépense comme énergie pour être en bonne santé. De plus, il est important de ne pas étiqueter les aliments comme bons ou mauvais. On conseille de manger de tout, de goûter à tout. En plus de laisser le contrôle de la cuisine à d'autres. Si vous êtes adolescente, laissez vos parents reprendre le contrôle de la cuisine. Préparez les repas et vous servir des portions normales. On parle des parents ici. On doit aussi développer une estime de soi qui n'est pas basée uniquement sur l'apparence. On conseille de miser sur les qualités personnelles et sur votre style original. Aussi de s'armer de patience, c'est-à-dire le comportement alimentaire ne peut changer du jour au lendemain. Et finalement, ne pas s'engager dans des activités physiques épuisantes. Éviter de faire de l'exercice de façon compulsive, surtout quand le poids est inférieur à la normale. Oui. Ben voilà, merci beaucoup. Merci Ghislain, merci Pierre pour ce beau sujet. On continue en chanson à l'émission Folie douce avec Radio. Ah ouais? Hier soir, t'as comme, alright, qu'est-ce que c'est ça, je sais pas. Puis, on a trouvé des. Ouais, actually, trois. Nice. Il y a une qui pourrait être duet, le Danny song de Anne-Marie. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Je hors mon cheval avec des stocks de métal. Le mets des fruits Blue Navy, ça c'est gravy, ça c'est mon cheval. Avec un sea biscuit belle jambe, ça c'est ça j'appelle un underdog. J'suis gone au bal avec mon cheval, je m'installe en dessous des gradins comme un lapin. Qu'est-ce t'attends mes cotton balls? Ma overall, je porte bien mes coveralls. Covert mission, indecision, ça c'est pas wrong. Ça c'est la right side of the wrong qu'on peut vendre dans les news. So il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Avec des cheveux dans le vent, t'aimais jouer hard to get. Avec un smile, tu dis que je suis wild. Tu veux me drop off au vet. But j'aime ça quand tu te moques de moi. Ronde dans le foin, j'étais dans mes bras. Horn qui hance, ça nous botte pas. C'était de même qu'on aimait ça. C'est la bareback, spice, rack. Je veux savoir ton almanac. Le moi dans ta vie. Je crois ça que les fermiers ont dit. Parce que ça vient pousser ça. Pousser ça. Pousser, pousser, pousser ça. Pousser ça. Pousser ça. Pousser, pousser, quoi que c'est. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Sauveille tard, si ça se passe, on brasse au coupe des os. Poker, hold 'em, fold 'em, can't have a loss. Je vais de la simplistic, hedonistic wizard of Oz. Je vais de la gold brick road, à la fin y'a pas de taux. Mais y'a de la ride sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Jusqu'à la fin, pis t'arrives, y'a plus de balles. So galope back up, saddle up, trouve un autre bal. S'il y a de la weekend days and try next weekend, trouve un autre bal. So ride on. Body pour veiller tard. Body pour veiller tard. Body pour veiller tard. Body pour veiller tard. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le belle de bord. Body pour veiller tard. Il faut que
que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le bal de ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme le bal de ball. Hein? C'est pas, c'est jamais fini. Si ça venait d'arrêter, ça aurait été comme d'arrêter, mais c'est jamais d'arrêter. C'est là. T'as pas besoin de durer longtemps. Rien que durer comme un petit 5 minutes. Puis ça faire 5 minutes, c'est bon. Yeah. Ben, si tu mets le travail avant, tu mets comme tout le travail avant, et après ça, tu peux durer 30 secondes, c'est pas si dire. Exact. Ça, faut que tu mettes ta pre-prod, faut que tu mettes ta préparation en avance. Et puis ça peut durer un œil. Hein? Ça peut durer une vie. Une vie. Ouais. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. En terminant cette émission de Folie douce, un rendez-vous qui passe toujours trop vite, là, une heure de démystification de santé mentale, choix musical avec Ghislain Malo et Pierre Laporte. Oui. Donc, on écoutait en début d'émission, donc toujours effectivement de très bonnes chansons. Bamboula. Oui, du groupe Les Trois Accords. Oui, on a écouté Mon coin de pays. De Baptiste Prudhomme. En deuxième demi, on a eu la chance d'entendre Il faut que tu saches. Oui, Fred Pellerin. Et à l'instant, Galop. Oui, du seul groupe qui n'est pas issu du Québec, qui est Radio Radio. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. C'est toujours intéressant de pouvoir nommer aussi ces interprètes, ces compositeurs. C'est une question d'effort, comme l'indicatif qu'on entend, celui que Pierre a composé. C'est ça, c'est signé Pierre Laporte. Merci beaucoup, Pierre, en passant, pour tes indicatifs, l'ensemble de ton œuvre, et aussi pour les blocs Espresso et Espresso allongé. Il était question de reconnaître l'anorexie. Ouais. Alors, un sujet important, il faut en parler. Hein. C'est souvent même méconnu. Je remercie notre invité en début d'émission, sergent détective Lynn Cheney, donc il nous a parlé du plan stratégique, plan d'action en fait stratégique en santé mentale du service de police de la Ville de Montréal, du SPVM. C'est intéressant de voir que des efforts qui sont mis en place pour avoir une meilleure approche auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je remercie notre collaborateur Mike Santoro qui nous a parlé de respect et préjugés. Donc tout ça à l'émission cette semaine, c'est Yvan Bugeaud. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop